Si vous êtes en train de chercher quel business lancer, il y a de fortes chances que vous soyez complètement perdu. Un jour, on vous parle de MLM, le lendemain de produits digitaux dits passifs, puis d'affiliation, puis de personal branding, puis d'IA, puis de la fameuse opportunité du moment. Et à force d'écouter tout le monde, vous finissez par ne rien faire. Le vrai problème n'est pas un manque de motivation. Le vrai problème, ce n'est pas non plus que vous n'êtes pas faite pour l'entrepreneuriat. Et ce n'est certainement pas parce que vous êtes en retard. Le problème, c'est qu'on vous pousse vers les pires types de business possibles quand on débute. Des business qui ont l'air super séduisants sur le papier, mais qui sont en réalité trop risqués, trop lents à devenir rentables, trop complexes et souvent totalement irréalistes quand on n'a ni argent, ni expérience, ni audience. Donc dans cette vidéo, je vais faire exactement l'inverse de ce que font la majorité des personnes sur YouTube. Je vais vous montrer quel type de business lancer lorsque vous partez de zéro, sans capital, sans réseau et sans compétences exceptionnelles. Du coup, dans cette vidéo, j'ai pris toutes les options de business possibles. Je les ai analysées une, par niveau de risque, vitesse pour générer des revenus, la complexité réelle et le potentiel à long terme. Puis, je les ai classées de façon claire et honnête. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez quel business éviter absolument au début quand vous voulez vous lancer, lesquels peuvent fonctionner mais seulement plus tard et surtout, quel est le meilleur point de départ si vous voulez des résultats concrets sans vous épuiser mentalement ou financièrement. Si vous voulez arrêter de tourner en rond et faire enfin un choix logique et non émotionnel, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors on va commencer notre analyse des différents types de business que vous pouvez créer. Et donc il y a trois grands groupes que je voulais présenter. Il y a les business basés sur les produits, donc on va voir physiques et digitaux, les business basés sur la création de contenu et les business basés sur les services. Donc on va analyser chacune de ces catégories, on va voir leurs sous-types et on va préciser les avantages, les inconvénients, les risques, les prérequis et surtout si c'est pertinent pour un débutant, parce que l'idée c'est de vous donner les meilleurs business pour débuter sur Internet en 2026. Alors, d'abord les produits physiques, donc les business basés sur un produit et les produits physiques. C'est quoi? Eh bien, c'est principalement le dropshipping, ce qu'on appelle les boutiques e-commerce et le marketing de réseau que vous connaissez peut-être sous le nom de MLM. Les avantages, c'est qu'il y a un potentiel financier énorme. Bien évidemment, on a tous entendu parler de ces personnes qui ont réussi avec le e-commerce, avec le dropshipping et qui font des millions, voire des milliards, qui marchent énormément. Donc, ce potentiel existe. Il y a aussi une grande autonomie du fondateur ou du CEO parce qu'une fois que la machine est lancée, en gros, elle peut tourner toute seule. Il y a ce qu'on appelle une forte scalabilité, c'est-à-dire que vous pouvez faire grandir cette entreprise facilement, une fois encore que les systèmes et l'équipe sont en place. Et les résultats de ce que vous obtenez ne sont pas forcément corrélés au temps de travail quotidien. Donc ça veut dire pas plus vous travaillez, plus vous gagnez. Au contraire, c'est plus vous allez réussir à automatiser et à structurer, plus vous allez pouvoir gagner. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients, notamment particulièrement pour les débutants dans ce type d'activité, de business, c'est qu'il vous faut d'abord, de manière générale, un trafic, d'accord ? Pour que les gens découvrent votre produit, votre shop ou votre MLM, eh bien, il faut avoir un réseau. Il faut faire venir des gens sur votre site internet, sur votre boutique, etc. Donc, soit il vous faut un réseau si vous faites du MLM, soit il vous faut avoir un budget vraiment conséquent pour le e-commerce et le dropshipping, où il faut faire de la construction d'audience, donc ça prend du temps, parce que sans l'un de ces leviers, personne ne va tomber au hasard sur votre produit, d'accord ? Ça ne va pas être comme ça d'un coup qu'on va découvrir votre shop qui vend, des accessoires pour les animaux, par exemple. Donc, vous avez besoin de trafic, c'est absolument nécessaire et ce n'est pas le plus simple à construire quand on débute. Il y a aussi une exigence élevée de compétences. Il va falloir faire une validation de produit. Donc, vous allez devoir tester, voir si le produit plaît à la cible que vous voulez. Est-ce qu'il est réellement désiré ? Il faut savoir se différencier des autres et pour ça, il faut être bon en marketing, il faut être bon en copywriting, il faut être bon en écriture, il faut être bon sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment un niveau, la barre d'entrée pour les compétences est vraiment assez élevée.
Et puis, il faut aussi s'y connaître en logistique, en fournisseur, en expédition, en retour, en service client. Donc, c'est vraiment un type de business où il faut avoir beaucoup de compétences et c'est difficilement, la barrière d'entrée est difficile pour du coup des débutants, à moins d'avoir vraiment un background dans ça, dans ce type-là, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et puis, il y a un risque financier qui est élevé aussi. Il faut investir au départ, que ce soit pour votre produit, pour le tester, ou comme on vient de le voir, pour créer du trafic, donc dans de la publicité, dans des réseaux sociaux, peut-être dans quelqu'un qui va manager vos réseaux sociaux, etc. Donc, vous avez beaucoup de travail en amont dans ce type d'activité, et la garantie de résultat, elle n'est pas vraiment là, et il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de mois qui soit passé, le temps que tout ça se mette en place, sans chiffre d'affaires, sans revenus. Donc pour un débutant, d'accord, là on reste vraiment dans l'idée du débutant, pour la classification, c'est ce qu'on appelle dans le dernier tiers, parce que c'est le plus difficile d'accès. Je vais vous donner les détails. C'est une bonne idée uniquement si vous avez déjà de l'expérience en business. Donc si vous êtes débutant, techniquement non. Si vous avez du capital à investir, ça aussi c'est vraiment très très important. Et il faut, si vous avez le temps d'attendre, donc ça va être à côté d'une autre activité, peut-être vous avez une première activité, vous voulez vous diversifier, etc. Mais pour un débutant qui cherche des revenus à court ou moyen terme, c'est jugé très risqué. Ça paraît simple, on dit oui, tu fais un shop sur Shopify et tu vas voir, ça va marcher. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. C'est long pour devenir rentable. Après, bien sûr, ça va devenir exponentiellement rentable, mais c'est quand même long. Et il y a du coup un taux d'échec élevé parce que on abandonne. On a plutôt tendance à abandonner avant d'arriver à cette partie où on a réussi. D'où le classement sur le dernier tiers pour des débutants. Alors, ensuite, on vient de voir les produits physiques, il y a les produits digitaux. Les produits digitaux, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle printables, donc des choses que vous allez pouvoir vendre pour imprimer, des checklists, des cheat sheets, des choses comme ça. Il y a les templates, il y a des outils, des newsletters, les événements, la formation en ligne, les workshops. Les produits digitaux, c'est tout ce que vous allez créer via votre ordinateur et qui, à l'opposé des produits physiques, n'a pas de physicalité, c'est juste des choses qu'on va créer en ligne. Donc, par exemple, moi, j'ai créé l'Académie des Web Indépendantes, c'est un produit digital puisque c'est une formation en ligne. Après avoir fait d'autres choses auparavant, parce qu'on va voir, il faut aussi avoir une certaine expérience. Donc les produits digitaux, ils sont bien, pourquoi ? Parce qu'ils sont moins chers et sont plus rapides à produire qu'un produit physique, d'accord ? Entre essayer d'aller créer une boutique pour vendre des accessoires pour des animaux, par exemple, et créer une formation en ligne, ça coûte moins cher à créer la formation en ligne. Alors en termes de rapidité, c'est aussi sûrement plus rapide, mais en tout cas on a plus la main mise dessus que d'aller chercher un fournisseur, de faire essayer les produits, Donc c'est beaucoup plus rapide. Du coup, on a aussi un risque financier qui est plus faible, parce que ce qu'on va passer souvent, c'est du temps, d'accord ? On va passer du temps peut-être sur Canva ou peut-être sur un outil spécifique pour créer quelque chose, mais en soi, c'est pas ce qui coûte cher. Du coup aussi, on a des marges bien plus élevées, d'accord ? Évidemment, si vous créez un template, que vous passez, je sais pas, même si vous passez 10 heures à le créer et que vous le vendez 1000, 2000, en fait, vous pouvez le vendre autant de fois que vous le voulez, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 1 million de fois, ça ne changera rien. Donc ça veut dire que vous avez la marge est élevée parce qu'en plus, il n'y a que vous qui êtes dans le process. Donc vous n'avez pas vraiment de coût dans cette production. Du coup, ce que je viens de vous expliquer, il y a une scalabilité très forte, puisque un produit, vous pouvez le vendre à l'infini, une formation, vous pouvez la vendre à l'infini. Donc vous pouvez vraiment ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire dupliquer ce modèle pour faire grandir votre entreprise très grandement. Il y a aussi la possibilité de cibler des niches extrêmement spécifiques et ça peut être ce qu'on appelle semi-passif parce que le revenu passif n'existe pas vraiment, mais semi-passif dans le sens que, une fois, vous l'avez créé, vous le vendez, vous le mettez en ligne. Donc sur le papier, ça paraît très très simple aussi, mais il y a aussi quand même des inconvénients importants à prendre en considération. Le premier, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée qui est très faible. Donc contrairement à tout à l'heure, on avait une barrière à l'entrée qui était très haute, ici on a une barrière à l'entrée qui est très faible. Tout le monde peut créer un produit digital, d'accord ? Aujourd'hui, on a vraiment tout plein d'outils qui nous aident à le faire. Par exemple, Canva, CapCut, il y a vraiment beaucoup de possibilités, l'IA, etc. pour créer des outils digitaux, des produits digitaux. Donc, tout le monde
peut le faire. Le résultat, c'est qu'il y a une concurrence qui est absolument massive sur ce marché. Ensuite, il faut du coup, par rapport à ça, se différencier, d'accord? Mais de manière vraiment précise. Parce que si vous faites un produit digital que vous vendez à tout le monde, vous allez le vendre à personne, d'accord? Ça va intéresser personne. Donc c'est un domaine où il va falloir vraiment vous nicher, ce qu'on appelle. Il va falloir être très spécifique, il va falloir avoir un angle unique et il va falloir un positionnement clair. Je vends quelque chose de vraiment très clair à quelqu'un parce que sinon vous vous noyez dans la masse et personne va venir acheter votre produit. Et puis, encore une fois, il faut aussi du trafic, d'accord? Donc, il faut amener des gens vers votre produit, que ce soit par la publicité, par exemple, même si vous vendez un calendrier digital, il faudra bien le vendre à quelqu'un. Donc, soit il faudra faire de la publicité payante, soit il faudra avoir une audience existante. Donc, c'est pour ça aussi que c'est fait souvent en deuxième business, parce qu'on s'appuie sur l'audience qu'on a déjà pour vendre quelque chose d'autre. Ou alors, il faut passer ce temps à créer son audience. Et bien sûr, ça peut aussi du coup décaler le temps de monétiser votre activité. Et puis, encore une fois, il y a aussi une complexité souvent cachée parce que c'est vraiment quelque chose où on se dit « Ah, c'est simple, je vais créer quelque chose, un PDF ou quelque chose, puis je vais le mettre en vente et ça va marcher. » Mais en fait, là aussi, il y a la validation produit à faire, d'accord? Il faut être sûr qu'on a choisi le bon produit pour la bonne niche. Il faut construire ce qu'on appelle des funnels de vente, c'est-à-dire des tunnels de vente, c'est-à-dire comment j'amène mon prospect de son point A en point d'achat. Donc c'est pas vraiment évident quand techniquement on ne sait pas comment faire ça requiert beaucoup de connaissances aussi. Il faut construire de la confiance avec ses clients. Il faut aussi mettre en place un gros support client puisque vous vendez, donc il y a des gens qui ne seront pas contents, il y a des gens qui veulent rembourser, surtout si vous avez une garantie, etc. Et puis vous devez être dans une optimisation continue. On le voit beaucoup dans les produits digitaux. Ce qui se vendait il y a un an n'est pas ce qui se vend aujourd'hui, c'est pas ce qui se vendra dans un an encore parce que ça évolue à une allure très très rapide, surtout avec l'IA qui vient d'arriver. Donc, ça nous place au niveau des produits digitaux dans le tiers C, d'accord? Donc ça, on va dire, en haut, c'est le top et en bas, c'est le moins bien pour les débutants. Donc, c'est dans le tiers C. C'est un peu mieux que les produits physiques, mais ça reste pas forcément la porte d'entrée la plus facile pour les débutants. Et donc, pourquoi? C'est plus accessible que les produits physiques, je viens de vous le dire, mais c'est aussi beaucoup trop trompeur pour le débutant et ça va être acceptable uniquement pour des experts qui vont être très nichés ou si vous avez une idée très précise sur quelque chose, ça peut fonctionner mais il faudra encore une fois quelque chose, une première base avant de pouvoir vendre ce type de produit. Ensuite, les autres business, donc c'est le deuxième type de business, c'est les business basés sur le contenu. Donc dans ce cas, le contenu devient votre produit, c'est ce que vous vendez. Donc c'est si vous êtes un YouTuber, un TikToker, un Instagrammeur, si vous faites du podcast, du blog, Twitch, vous vendez du contenu, d'accord? Donc vous produisez du contenu qui va être vendu pour vous ou pour d'autres personnes, ça dépend ce que vous faites. Donc c'est les influenceurs, c'est les gens comme ça, d'accord? Vous vendez grâce à votre contenu que vous monétisez via des marques ou des partenariats, etc. Les avantages, c'est que c'est une porte d'entrée vers de multiples revenus, comme je viens de vous dire. Vous pouvez tirer des revenus de la publicité, du sponsoring, vous pouvez vendre des produits digitaux à travers votre chaîne, vous pouvez vendre des produits physiques, vous pouvez vendre des abonnements, vous pouvez vendre la création de communautés, des memberships, etc. etc. Donc c'est vraiment, vous pouvez démultiplier ces sources de revenus. On va le voir, avant d'en arriver là, il faut un léger moment quand même. Vous pouvez aussi créer une communauté engagée autour de sujets qui vous plaisent et qui vous intéressent, donc c'est vraiment intéressant. Et donc ça peut être une source d'alignement personnel et créatif parce que c'est votre espace et vous en faites ce que vous voulez et vous y créez ce que vous voulez. En revanche, il y a aussi bien sûr des inconvénients et le premier c'est qu'il y a une concurrence extrême. Là aussi on est sur un marché qui quand même commence à être saturé et surtout avec la capacité de concentration des gens qui descend au fur et à mesure. On est maintenant dans une espèce de scrolling infini où en fait la plupart des gens ne font pas attention à ce qu'ils regardent, donc va falloir vraiment faire quelque chose pour se démarquer et que les gens s'arrêtent sur notre contenu, d'accord? Il faut aussi un avantage compétitif fort, encore une fois, il va falloir avoir une personnalité, une autorité, c'est-à-dire une expertise, quelque chose que vous voulez montrer. Peut-être c'est un style de montage, peut-être c'est la façon dont vous allez transmettre, peut-être vous avez un lifestyle aussi qui est un peu distinctif, mais qui est aussi pas ce qu'on voit depuis les 5 dernières années. Donc pour rentrer sur ce marché de la création de contenu, il faut
il faut avoir quelque chose à dire et il faut savoir le dire d'une bonne manière aussi pour qu'on soit bien entendu. Le deuxième désavantage, c'est que du coup, il y a un temps long d'apprentissage, d'accord? Donc, vous allez poster, vous allez essayer, vous allez ajuster et ça va prendre du temps pour voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui marche pas, là où mon audience, elle répond, là où elle répond pas et ça prend énormément de temps. Un risque aussi qui est important et je pense qu'il faut vraiment pas le sous-estimer dans la création de contenu, c'est la fatigue mentale et le risque mental parce que quand vous êtes créateur de contenu, vous êtes lié à votre contenu. Donc, le jour où vous fatiguez, vous n'avez plus envie, il se passe quelque chose, en fait votre business descend avec vous aussi puisque là tout le business repose sur vous, sur ce que vous faites et sur ce que vous racontez à travers votre contenu. Et avant ça, souvent aussi, on travaille des mois, voire des années sans revenus et la fatigue se met en place et du coup, au moment où, encore une fois, où il y aurait potentiellement de la monétisation qui se met en place, on abandonne parce que on est épuisé de créer du contenu, de se montrer, de s'expliquer, etc. Donc, pour un débutant, c'est vraiment pas idéal, c'est toujours mieux que ce qu'on a vu auparavant parce que si vous avez un style de vie particulier, si vous avez un message, si vous avez vraiment quelque chose ou si vous avez vraiment une appétence pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous pouvez commencer. Donc, vous voyez, c'est quand même mieux que nos deux produits, la vente de produits, mais c'est quand même pas non plus encore complètement idéal pour les débutants, surtout en 2026 avec tout ce qui se passe au niveau de la création de contenu. Donc, ça peut être quelque chose, comme je vous l'ai dit, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, parce que c'est par contre hyper utile. Si vous le faites, vous allez tout apprendre des réseaux sociaux. Vous allez apprendre comment vous générer du trafic, comment communiquer, comment créer une audience, comment engager une audience, comment engager une communauté. Donc, si vous avez des revenus financiers et que c'est pas quelque chose, que vous le faites entre guillemets pour le plaisir, pour apprendre quelque chose de nouveau, vous pouvez absolument le faire. Mais si c'est pour générer des revenus stables sur du court ou moyen long terme, ça va vraiment être plus compliqué à ce niveau-là. On arrive au dernier type de business qui est les business basés sur le service. Et là, j'ai fait 2 séparations sur le service parce que ça va dépendre de votre niveau d'expérience. Donc, d'un côté, on a le freelance junior ou, en ce qui nous concerne, l'assistant digital. Donc là, vous allez pouvoir offrir des missions souvent autour de l'assistance, du soutien opérationnel. Donc, par exemple, sur Canva, sur les réseaux sociaux, soutien administratif, soutien de pré-comptabilité, soutien d'organisation, de planification, de gestion. Donc là, on est vraiment dans cette idée, j'aide une personne qui a besoin de mon aide. Donc, c'est freelance junior et assistant digital. Et de l'autre côté, on a le freelance mid-senior ou dans le métier de l'assistant digital, ce qu'on appelle OBM, Online Business Manager. Et on va y revenir juste après. Alors, c'est quoi les avantages d'avoir un business qui est basé sur le service et donc si on est débutant? C'est que vous avez la possibilité d'être payé pour apprendre. Ça, c'est vraiment la grande spécialité, par exemple, de l'assistanat digital où, au fur et à mesure que vous avez des clients, vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir développer vos compétences parce que vous pouvez commencer aussi directement avec les compétences que vous avez. Donc, il n'y a pas de cours d'apprentissage comme on l'a pu le voir auparavant. Vous prenez les compétences que vous avez, vous les mettez au service d'un entrepreneur ou d'une personne qui en a besoin et tout le reste, pendant que vous apprenez, vous êtes déjà payé pour apprendre. Donc le risque, il est très faible, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'investir, vous n'avez pas besoin peut-être d'apprendre d'autres compétences, vous n'avez pas besoin d'attendre aussi infiniment que ça fonctionne. Donc le risque est faible et donc est bien pour les débutants, pour les personnes qui veulent commencer sans tout remettre en question ou avoir peur de tout perdre. Donc c'est un démarrage aussi qui est sans investissement, d'accord? Quand vous commencez en tant que freelance, encore une fois, ou en tant qu'assistante, vous prenez ce que vous avez et vous allez le mettre sur le marché, d'accord? Et vous allez trouver des clients et vous avez besoin de rien du tout à part ça, par quelques outils potentiellement, mais comparé à l'investissement d'autres activités, ça n'a rien à voir. Ce qui est aussi un énorme atout d'être freelance junior ou d'être assistant digital, c'est que vous allez être en immersion dans les business des personnes. Et moi, sur les années où je travaillais comme assistant digital, j'ai appris tellement de choses
Non seulement parce que j'ai fait des choses, j'ai appris des compétences que je n'avais pas, que j'ai développées, mais j'ai été dans les rouages. Vous êtes un petit peu vraiment derrière le rideau du business de quelqu'un et vous pouvez voir tout ce qui se passe, les bonnes choses, les mauvaises choses, mais aussi comment ça s'organise, comment ça se passe, comment on utilise des outils, comment on fait de l'acquisition client, comment on fait du marketing, comment on fait ci, ça. Et ça, pour vous, ça a une énorme valeur. Ça a une énorme valeur pour vous parce que vos compétences vont aussi augmenter. Vous allez pouvoir capitaliser sur ça. Et puis pour vous, pour votre propre activité, potentiellement, vous pouvez réutiliser tout ce que vous apprenez là et le mettre à profit dans votre activité. Et comme je l'ai déjà dit, c'est des prestations simples, donc soutien. De manière générale, c'est du soutien, d'accord, organisationnel, administratif, réseaux sociaux, projets, peu importe. Donc c'est accessible sans expérience, en tout cas avec l'expérience que vous avez, vous, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, vous pouvez mettre ça à profit dans cette activité. Bon, il y a bien sûr aussi des inconvénients, c'est comme tout. Il y a le premier inconvénient, c'est que vos revenus sont liés aux heures que vous facturez, d'accord? Donc ça veut dire que si vous travaillez, vous facturez, si vous ne travaillez pas, vous ne facturez pas. Donc c'est vrai qu'au début, ça peut être un petit peu déstabilisant, mais après, on peut essayer aussi d'en tirer son parti. On va voir comment faire évoluer ça. Donc ça crée parfois une instabilité initiale où on a des revenus qui vont grandir avec le temps, mais il va falloir un petit peu de temps justement pour que ça se stabilise et qu'on ait assez de clients pour stabiliser tout ça. Le temps d'acquisition des clients au début peut être un peu long parce que c'est comme tout, ça reste un business, donc il faut se faire connaître. Mais par contre, on a des leviers plus importants, on a l'entourage, on a son entourage donc professionnel, personnel et surtout au niveau des clients, qu'on soit en freelance ou qu'on soit assistant digital, il ne vous faut pas des clients continuellement de manière répétitive. Par exemple, si vous vendez un produit physique ou digital, il faut trouver des clients continuellement, tous les jours, il faut des nouveaux clients, il faut des nouvelles personnes à qui vendre votre produit, d'accord? Si vous travaillez en tant que freelance ou assistant digital, il faut trouver 1 à 5 clients, dépendamment de vos objectifs, mais une fois que vous avez ces clients, vous travaillez sur le long terme en général avec eux, d'accord? Donc c'est vrai qu'au début, il faut aller pitcher, il faut aller parler, il faut se faire du réseau, utiliser son réseau, etc. Mais une fois que j'ai atteint le niveau de client qui me permet de couvrir ce que je veux, eh bien, je suis tranquille et je continue à travailler avec ces clients sur le long terme. Il y a aussi, alors c'est un inconvénient, mais c'est peut-être un avantage pour certaines, c'est la nécessité d'initiative et d'apprentissage constant. C'est vrai que c'est des métiers où il faut apprendre, sortir un petit peu de sa zone de confort de manière régulière. On ne peut pas vraiment se dire je sais faire ça et je vais attendre que ça passe parce que c'est comme tout, le digital ça évolue, les outils ça évolue, donc c'est bien d'avoir un petit peu de formation et de curiosité et d'être proactif dans ce métier, mais pour moi ça serait plutôt un avantage, mais peut-être pour certaines personnalités ça peut ne pas coller. Donc vous l'aurez compris, eh bien c'est le métier ou en tout cas le business idéal quand on est débutant, parce que vraiment ça récapitule pas mal de choses qui vont vous permettre d'avoir plus de chances de réussir, d'accord? Donc que ce soit freelance junior ou assistante digitale, vraiment vous allez pouvoir il y a peu de barrières en termes de compétences à l'entrée. C'est pas un marché qui est saturé non plus. C'est un marché où vous pouvez entrer avec vos compétences actuelles. Tout ce que vous allez faire après, développer vos compétences, comprendre, apprendre, vous serez payé pour le faire. Et donc, si une fois que vous avez fait ces premières démarches de prospection, quand vous avez vos clients, c'est sur le long terme. Donc c'est vraiment un métier idéal pour débuter parce que vous mettez toutes les chances de votre côté. Il n'y a pas de risque financier élevé. C'est aussi quelque chose que vous pouvez commencer à côté de votre activité principale ou d'un mi-temps si vous avez. Donc vraiment, on a quand même une sécurité qui vient se mettre autour d'un business de service en tant que freelance junior ou assistant digital pour se lancer en 2026. Et donc, on l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi l'autre côté de freelance qui est mid ou senior, c'est-à-dire un freelance qui a plus d'expérience et ce qu'on appelle donc dans l'assistanat digital, au-dessus de l'assistanat digital, il y a le OBM, Online Business Manager. La différence principale avec l'assistanat digital ou le freelance junior, c'est que avant on était dans l'opérationnel et là on va tourner plus dans le stratégique, d'accord? On va vraiment devenir des bras droits, on va venir décider de choses, on va venir accompagner
et même dans que ce soit le copywriting, le design, la photo, développement web, on va être dans le décisionnel, dans le stratégique. Et ça vient quand on a de l'expérience, d'accord? Et comme on a de l'expérience, eh bien, on a des avantages, bien sûr, qui sont liés. On a une rémunération qui est plus élevée parce qu'on a une position plus experte. On vend plus à l'heure, mais on vend au forfait ou au résultat, et on a la possibilité d'avoir des avances aussi sur le travail qu'on va fournir. Donc au lieu de dire je vais travailler 10 heures et être payé X, on va dire je vais avoir tel résultat pour vous et vous allez me payer tant, d'accord? Donc il y a moins de corrélation entre le temps et le revenu, parce qu'encore une fois, peu importe le temps que ça prend, ce qui va compter là, c'est le résultat qu'on va délivrer ou la valeur qu'on va délivrer et pas le temps de travail qu'on va y passer. Vous avez une forte flexibilité géographique parce qu'en général, c'est des métiers qui sont complètement faits à distance. Et l'avantage aussi par rapport aux freelance juniors, c'est que pour trouver des clients, en général, quand vous avez de l'expérience, vous pouvez vous appuyer sur votre réseau et les recommandations que vous avez créées auparavant. Les inconvénients, c'est un peu, disons, l'autre côté de la pièce, c'est que il faut avoir des compétences qui sont plus spécialisées, il faut avoir plus d'expérience que quand on se lance en junior ou en assistante digitale. Donc ça, c'est un métier qui ne peut pas exister sans expérience préalable, et aussi il y a quand même une gestion client qui peut être plus complexe parce que le client va forcément en attendre plus de vous, étant donné que vous êtes dans le décisionnel, dans la stratégie. Donc on est aussi dans un niveau d'exigence, forcément, on est dans des tarifs plus élevés, donc dans des niveaux d'exigence qui sont aussi plus élevés. Voilà, donc on vient de voir toutes les possibilités pour lancer un business en 2026, d'accord? Et je vais vous les récapituler juste ici. Donc du plus recommandé pour les débutants, d'accord, jusqu'au moins recommandé pour les débutants. Donc le plus recommandé, on l'a vu, c'est de commencer avec ce que vous avez, vos compétences, mettez-les sur le marché, devenez freelance junior ou devenez assistante digitale, mais vraiment c'est facile pour commencer. Peu de barrières à l'entrée, possibilité de trouver des clients facilement, donc c'est vraiment parfait pour commencer en 2026 dans le digital. Ensuite, si vous voyez ici, je vous ai mis une flèche sur la gauche parce qu'en fait, c'est une évolution naturelle des choses qui peut se faire, ce qu'on appelle le pipeline naturel de l'évolution. Donc en général, on peut commencer en tant que freelance junior AD, puis on va évoluer, comme je vous l'ai expliqué, vers freelance, mid-senior, OBM, d'accord? On va prendre une expertise, on va l'amener plus loin et on va se valoriser encore plus sur le marché. Dès là, on va pouvoir créer du contenu si ça nous intéresse parce que on aura des choses à raconter sur ce qu'on fait, sur son expérience, sur ses compétences, sur un marché spécifique, peut-être je suis sur une niche spécifique. Donc on va pouvoir créer du contenu, ou si j'ai créé un lifestyle autour de ça, par exemple je suis digital nomade ou je suis mi-digital nomade ou je vis dans mon van ou au contraire j'en profite parce que je veux rénover une maison, etc. Donc on va pouvoir extraire du contenu de ce mode de vie qu'on aura créé. De là, on va pouvoir aussi potentiellement créer des produits digitaux. Donc, on va pouvoir créer, je ne sais pas, peut-être des formations en ligne sur comment faire ça, ou comment développer ça, ou comment rénover une maison, ou comment, peu importe. Mais vous allez avoir des idées qui vont venir pour créer des produits digitaux. Et comme vous avez toute cette information qui arrive dans le background, c'est quelque chose qui fait du sens, c'est quelque chose qui va intéresser votre audience aussi, parce que votre audience, vous êtes en train de la construire déjà depuis cette première étape. Et puis après à la fin, la possibilité, si on le veut, c'est jamais obligatoire, mais c'est de faire du dropshipping, c'est de vendre des produits physiques. Donc ça peut être des livres, ça peut être du commerce qui a rapport avec ça. Vous pouvez faire de l'affiliation, c'est-à-dire que vous vendez des objets spécifiques par rapport à votre mode de vie. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent faire. Donc en fait, on voit qu'on peut évoluer de manière naturelle en commençant. Et on n'y penserait pas vraiment, mais en commençant par le freelance junior et l'AD. Et c'est un peu mon trajet aussi, parce que moi j'étais assistante digitale, j'ai essayé de lancer des business où j'ai appris des choses pas mal quand même, puis je suis arrivée assistante digitale, j'ai appris beaucoup de choses sur les activités des personnes avec qui je travaillais.
Ce qui m'a permis de voir aussi pas mal de choses et de comprendre qu'est-ce qui n'avait pas marché dans les business auparavant. J'ai failli être ici en freelance mid senior. En fait, les choses pour moi sont venues en même temps ici parce qu'au moment où il y a eu la possibilité de faire l'académie, j'ai aussi des clients qui ont commencé, avec qui je travaille depuis 1 an et demi, 2 ans, qui m'ont dit moi en fait je voudrais que tu travailles avec moi à mi-temps et je voudrais que tu prennes un rôle plus important, etc. Donc j'allais doucement aller vers cette position d'OBM que j'aurais pris aussi avec grand plaisir parce que c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu, je pense, parce que voilà, je travaillais dans les business de ces personnes depuis 1 an, depuis 1 an et demi, donc on se connaît bien, on comprend le fonctionnement, on comprend les enjeux, donc j'allais arriver à OBM. Et de l'autre côté, on avait aussi la discussion avec Albin de créer la formation en ligne, l'Académie des web indépendantes. Et donc, bon, j'ai fait le choix de l'Académie, mais vous voyez que les choses sont venues de manière naturelle et j'aurais pas pu faire l'Académie des web indépendantes si j'étais pas passée par le métier d'assistante digitale. Voilà, donc voilà un petit peu les choses mises en perspective. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair sur quel business lancer si vous êtes débutante en 2026. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le métier d'assistante digitale, je vous laisse cliquer sur notre masterclass offerte qui est juste dans la description. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.